Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait des études en lien avec la géopolitique des pays en voie de développement, et je n'ai pas non plus de carte de presse, car quand on est indépendant, pour l'obtenir, il faut justifier tous les ans d'avoir gagné au moins la moitié d'un SMIC pendant 3 mois grâce à la presse, donc c'est-à-dire grâce au fait d'avoir vendu des articles pour la presse. Principalement, mon contenu il se destine à YouTube, donc forcément je suis en dessous des barèmes et je n'ai pas de carte de presse. Mais est-ce que le fait d'aller sur le terrain pour faire mes reportages, est-ce que ça fait de moi un journaliste? Est-ce que la manière que j'ai d'aller chercher l'information, la manière dont je la traite et je la restitue, est-ce que ça c'est un travail journalistique? C'est la question à laquelle j'ai été amené à répondre en live sur la chaîne d'Acropolis. Je vous invite vraiment à les suivre. Si vous aimez la politique et la citoyenneté, ils sont sur Twitch et sur YouTube. Et c'était passionnant et c'est pour ça que je mets cette vidéo sur ma chaîne, c'est que j'ai été amené à me poser des questions que je m'étais jamais posées et j'ai été amené à répondre concrètement à des choses qui étaient encore un peu brouillons dans ma tête sur cette thématique-là, donc ça a vraiment été extrêmement enrichissant pour moi. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas été rémunéré par l'armée lorsque je suis parti en Guyane, vous allez comprendre comment est-ce que je prépare mes reportages, et vous allez aussi savoir comment ça se passe en cas de partenariat rémunéré sur ma chaîne, comme ça a déjà été le cas plusieurs fois. Donc voilà, vous allez découvrir tout ça. J'ai pris la liberté de supprimer quelques passages qui ne rentraient pas directement dans le cadre de cette thématique-là, parce que forcément au fil des discussions, on sortait un peu du sujet. Et vous pouvez au choix soit regarder la vidéo comme une vidéo normale, soit l'écouter comme un podcast audio, ça s'écoute plutôt bien. Donc voilà, installez-vous et puis c'est parti, bon visionnage. Parce que toi, tu es dans la famille vulgarisateur, du coup. On va dire que je peux me classer un peu là-dedans. Maintenant, j'évolue un petit peu plus vers du reportage, donc ça peut être un peu plus de l'aventure. Je sors un petit peu de la bulle pour aller empiéter un peu sur une autre. Mais globalement, ouais, je reste dans la grande bulle de la vulgarisation en général, quoi. Et du coup, pas de cursus journalistique. Pas de cursus journalistique, et on va pouvoir en parler. Et du coup, je pose la question directe. Ouais. Est-ce que tu te sens journaliste ou pas? Alors, ma réponse va être oui et non, parce qu'en fait, ça dépend des moments. Mais à des moments, oui. À quel moment? Quand je fais du reportage, après on pourra revenir plus en détail et tout, mais par exemple quand je suis parti en Guyane, j'étais accrédité journaliste pour un média, pour VSD. Et dans ces moments-là, je sais que la manière dont je vais chercher l'information, la traiter et revenir avec, je me considère journaliste dans ces moments-là. Mais c'est aussi parce que je suis passé par certaines étapes où j'ai pu partir avec des journalistes et où en fait je me suis formé, on va dire, à leur contact. Et très honnêtement, je pense que si j'avais pas eu ces deux exemples, donc je reviendrai dessus, mais c'est Fred en Guyane, Fred Marie qui est un photoreporter, et Charles Villa qui est reporter pour Brut. Si j'avais pas eu ces deux personnes avec qui j'ai vu comment ils travaillaient, avec qui j'ai pu discuter de est-ce que je suis journaliste ou pas, je pense que j'aurais pas autant appris. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi un journaliste? Un journaliste, c'est quelqu'un qui va traiter une information quelle qu'elle soit, vérifier les sources, donc avec le travail journalistique qui va avec, et le partager. Pour moi, c'est au stricto sensu, c'est ça le métier de journaliste. Ouais. Je suis persuadé que la carte de journaliste ne fait pas le journaliste. D'accord. Et je suis persuadé qu'on peut apprendre sans avoir fait des études de journalisme. Après, je pense que si on travaille dans le domaine plus traditionnel de la géopolitique, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir plus facilement quand on a une carte de presse et quand on a... j'ai une carte de journaliste, pardon. Carte de presse, je voulais dire. Et quand on a fait des études, je pense qu'il y a des choses... Une carte de journaliste? Non, j'en ai pas. Ah oui. Non, mais je me suis trompé. Je reviens parce que j'ai dit carte de journaliste, au lieu de dire carte de presse. Oui, j'ai même pas relevé. Mais donc du coup, par exemple, quand je fais juste un petit épisode chez moi... je fais de la vulga parce que tu vois, je me vois un peu comme C'est pas sorcier, juste tu vois, je fais un petit sujet sur les migrations, sur la drogue et tout depuis chez moi et tout. Par contre, quand je suis en reportage et que je vais chercher l'information sur le terrain, faire des interviews, interroger des gens concernés, là j'ai l'impression de faire du journalisme. Parce que tu crées, entre guillemets, un peu l'information, alors que quand je suis depuis chez moi, globalement, un sujet que je peux faire sur les drogues, et ben, je vais regarder tous les rapports de l'ONU qui sont sortis dessus, tous les grands médias qui ont déjà sorti des dossiers dessus, et moi, je fais uniquement une synthèse pour ensuite l'expliquer. Donc, je pense que moi, je me fixerais la limite, là, pour moi, c'est vraiment de la vulga, et encore, uniquement parce que je fais de la synthèse de documents déjà existantes. Ok. Et on a là une Usul 2000 là, qui nous dit un truc intéressant. On peut même être meilleur journaliste quand on n'a pas fait ces écoles de journalisme. Ça n'existait pas il y a 50 ans, ce truc. Et du coup, tu nous disais, parce que tu es parti en Guyane, c'est ça ton expérience dont tu nous parlais avec un journaliste. Ouais, alors la première, donc là, c'était en tu as Guyane. appris des trucs
Ouais, alors parce qu'en fait, je pense que l'école de journalisme apporte énormément de choses aussi. Et très honnêtement, je maintiens que ceux qui veulent être journalistes, s'ils ont la possibilité de faire une école, qu'ils la fassent vraiment, parce que je pense qu'on a des bases que j'aurais pas perdu du temps et que j'ai récupéré beaucoup plus tard, après avoir fait peut-être éventuellement quelques erreurs au passage. Donc, non, que les gens le fassent vraiment s'ils ont envie et s'ils ont envie de devenir journaliste. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que en tant que youtubeur, tu n'as pas le poids d'une rédaction derrière qui t'appuie. Donc quand tu vas sur le terrain, parfois tu peux te présenter comme journaliste. Et déjà, juste quand tu as un réflexe avec un micro dessus, la plupart des gens, quand tu vas dans un pays, quel qu'il soit, en général, ils te demandent si tu es journaliste. Parce que juste tu vas filmer quelque chose et le montrer. Donc pour eux, c'est déjà t'es journaliste à leurs yeux. Et si tu dis que t'es youtubeur ? Si tu dis que t'es youtubeur, ça renvoie à un côté un peu plus cool, un peu plus chill et parfois même un peu moins sérieux. Mais ça dépend après de ce que tu... sur l'interview là sur le canapé quoi. Voilà, exactement. Mais ça dépend. Ça dépend. D'ailleurs, si tu veux n'hésite pas. Si tu veux des tomates, des olives. Gentil. J'ai sorti le grand jeu. Pareil, ouais, on est bien reçus chez Agropolis. mais globalement, je ne me suis dit journaliste que lorsque j'avais le poids d'une rédaction derrière. Par exemple, pour VSD, donc le cas de la Guyane, on avait un reportage donc, sur une opération militaire qui existe depuis 20 ans à peu près, où en fait à chaque fois qu'une fusée française quitte le sol... l'opération Alors non, il y a deux opérations en Guyane. L'opération Harpie, que j'ai pu traiter sur ma chaîne et qui consiste en fait à lutter contre l'orpaillage illégal. Donc c'est freiner au maximum les trafics, voilà, parce que c'est impossible de les arrêter, mais au moins les contenir dans une limite acceptable. La deuxième grosse opération militaire en Guyane, c'est l'opération Titan. Et en fait, c'est pour la protection des lancements de fusées. À chaque fois qu'il y a une fusée qui part dans l'espace, à peu près une tous les mois, il y a tout un protocole militaire pour sécuriser la zone, au niveau du sol, au niveau de l'air et au niveau de la mer, pour être sûr qu'il n'y ait absolument pas d'interférence, un hélico qui vient. Pour chaque fusée Ariane, même pas fusée Ariane, parce qu'il y a plusieurs types de lanceurs, il y a aussi Soyouz et Vega, mais pour chaque lancement de fusée, il y a ce protocole-là. Et donc moi, je suis parti accrédité par un média pour traiter ce sujet-là. Mais puisqu'on était en Guyane, on s'est dit, vu qu'on a déjà fait le trajet, autant rester plus longtemps. On se démerde, on trouve de l'argent différemment et on fait plus de reportages sur place et si on peut, on les revend derrière en rentrant. Et c'est pour ça qu'en fait, à la base, on est venu uniquement pour Titan, mais on a réussi à avoir des autorisations qui nous ont permis de partir en jungle pour Harpie, pour la Légion étrangère, voilà. Et donc, pour Titan, donc pour l'opération, je me disais journaliste. Pour les autres, j'étais considéré comme journaliste, mais globalement, c'était du contenu YouTube qu'on faisait. Voilà. Mais donc, c'est un peu glissant et globalement, je pense qu'il y a beaucoup de cas où j'ai pas de limite franche en fait. Ça dépend du... C'est un peu par exemple, quand tu vas faire un reportage, en Égypte par exemple, quand tu te fais gauler par un militaire qui te prend en train de filmer quelque chose dans la rue, tu joues la carte du touriste qui s'est paumé et qui filme quelque chose sans savoir. Tu vois, genre tu filmes le barrage d'Assouan ou tu filmes le canal de Suez qui est la 3e source de revenus pour le pays, donc c'est titanesque, c'est militarisé et tout. Y a un gars qui m'a surpris en train de filmer, j'ai uniquement joué la carte du touriste. Du touriste, À un moment, tu sors ta carte de journaliste. C'est un peu le miracle des DSLR là, qui permettent ça. Si tu avais la grosse caméra, c'était compliqué de dire je suis touriste, mais voilà. Là, on peut se le permettre, mais ils disent mais pourquoi tu as un micro et tout, et je dis je fais des vidéos de voyage, voilà. Et c'est comme ça que je me dédouane du truc, et t'évites les questions et t'évites les emmerdes. Mais et à l'inverse, quand c'est à ton avantage, tu peux dire je suis journaliste, regardez, je fais du contenu, voilà. Donc en fait, c'est un Taxi qui nous dit ouais, mais du coup, c'est risqué d'être journaliste. Alors, ça dépend où. Ça dépend où et ça dépend ce que tu fais. Moi, globalement, j'ai jamais vraiment eu d'emmerde, sauf en Égypte éventuellement parce que j'ai filmé des choses très stratégiques qu'ils veulent protéger pour et pas forcément mettre en avant. Par exemple, tu vois le canal de Suez en Égypte, donc qui permet de faire passer les bateaux. J'ai fait tout le tour. C'est impossible de voir l'eau de tes propres yeux, sauf à 2 endroits. En fait, c'est placardé de partout et tout. Ils le protègent à fond parce que eux, ils prennent des billets en fait à chaque fois que les bateaux passent. Des frais. C'est Stupid Economics, un super sujet dessus. Qui Marlboro Canal, exactement. Si je ne me trompe pas, qui est très très bon et je vous invite à regarder là-dessus et ils ont fait ça en partenariat avec Le Monde. Attention, j'arrête tout, j'interromps tout. Il y a un reshuot d'Harris pour le 17e mois. Merci Harris.
Voilà. Du coup, ce que je disais, oui, sur le canal, pardon, je t'ai coupé. T'inquiète. Le resub était plus important. Non. C'est important aussi. Donc je sais plus à quelle question je dois répondre vraiment, mais globalement, j'ai pas de limite franche en fait. À aucun moment je me dis, ok, là je suis journaliste tout le long, là je suis youtubeur tout le long, là je suis touriste tout le long en fait. C'est un truc un peu fluctuant, mais au fond, Parce que t'étais un peu touriste quand tu partais en Guyane. Non, la Guyane, non. Là pour le coup, c'était un peu l'exception. Mais par exemple, là, je reviens il y a 2 semaines, j'étais dans le Grand Nord donc dans le Grand Nord, pardon, près du pôle Nord, avec Léo de la chaîne Dirty Biology, avec Théo de la chaîne Balade Mentale et avec Charles Villa, du coup, qui est reporter, journaliste pour... Donc 3 youtubeurs et un journaliste. 3 youtubeurs et un journaliste. Et on peut me taper quand je dis ça, parce que du coup, c'est un peu exprès quand je fais la distinction youtubeur-journaliste. C'est ça. Voilà. Et mais là, pour le coup, on était considérés vraiment comme touristes la plupart du temps parce qu'on se baladait un peu. Ouais. Par contre, on a pu être invité à bord d'un bateau de Greenpeace. Donc ils sont venus nous chercher en Zodiac et tout pour remonter à bord, pour discuter avec des scientifiques qui faisaient des relevés scientifiques et tout. Là, on les a contactés en disant on est youtubeurs et journalistes. Voilà. Donc en fait, encore une fois, tu vois, cette limite est un peu mouvante, mais au fond, de plus en plus, depuis que je fais du terrain, je me convainc que je fais du travail journalistique. Et du coup, pour rentrer un peu là-dessus, sur le fait que tu aies travaillé, pour revenir sur la vidéo que tu as fait en Guyane, avec les militaires, comment tu as été... C'est eux qui t'ont contacté? C'est toi? C'est VSD? Comment ça s'est fait en fait? Comment ça s'est fait? Alors, je pense, c'est bien que tu me poses la question parce que je me rends compte que je n'ai jamais vraiment communiqué dessus, jamais vraiment pris le temps. Pourtant, parce que j'ai eu des commentaires de gens qui me disent « Ah, mais du coup, tout frais payé par l'armée, t'es payé et tout. » Alors, pas du tout. Est-ce que tu as fait de la com pour l'armée? Alors, j'ai fait un travail journalistique qui, je pense, a mis en avant, en valeur, certaines choses qu'ils font. Donc, en soi, je leur ai fait de la publicité d'une certaine manière. Mais à aucun moment, il y a eu droit de regard de leur part. Et surtout, ça n'a pas été une opération conjointe de communication où ils me payaient parce que moi, ce que je faisais, c'était mettre en avant leur travail. Donc, alors, comment ça s'est fait? Globalement... Donc, c'est pas comme NordVPN qui n'a aussi pas un droit de regard, si je me trompe pas, sur les vidéos. Alors, ils ont peut-être juste le droit de regard sur comment tu parles de la marque pour l'introduire, mais globalement, sur le reste du contenu, tu es libre. Mais pour l'armée, donc globalement, il y a différentes choses qui ont été faites. L'armée, c'est une des institutions qui a le mieux compris les réseaux sociaux et qui s'est le mieux adapté à ça, en fait. Ok. Ah ouais, carrément. Ouais, ils ont mis les moyens, ils comprennent les codes, ils savent communiquer dessus. Donc, ils sont intéressés de toucher des jeunes parce qu'ils ont besoin de recruter aussi. Ils ont besoin d'avoir à chaque fois des nouvelles personnes qui sont diplômées, qui sortent de Saint-Cyr, qui sortent de Sciences Po, qui sortent parfois même sans études. Mais voilà, ils ont besoin de personnes pour rajeunir l'armée, pour avoir d'autres personnes pour mener à bien certaines opérations. Mais donc du coup, ils veulent toucher des jeunes. Et donc je pense que déjà, dès la base, c'est eux qui se sont tournés vers les youtubeurs parce que envie de communiquer à des jeunes. Donc en fait, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait pour la plupart des youtubeurs en général. Ouais. Ils veulent toucher des jeunes, ils regardent qui est-ce qui parle aux jeunes, c'est les youtubeurs, on va voir les youtubeurs. Je pense que c'est vraiment passé comme ça, et pas en mode qui on peut prendre comme personne influençable, qui pourra nous faire de la bonne pub. Ah tiens, il y a eux, on va vers eux. Je pense vraiment, très honnêtement, c'est que mon point de vue, mais je pense très honnêtement que c'est comme ça qu'ils ont réfléchi au début. Donc suite à ça, moi, j'avais ce nouveau format qui s'appelle l'aventure géopolitique, où globalement, je voyage à travers le monde pour aller explorer des enjeux géopolitiques. C'est nous qui les avons contactés. D'accord. Avec Fred, on a dit, on a fait un dossier de presse, on a mis un peu globalement ce qu'on était capable de faire, et globalement, on s'est dit, si on part 3 semaines en Guyane, voilà de tout ce qu'on serait capable de faire, à peu près, en termes de contenu. Ça, vous l'avez envoyé à l'armée? Et ça, on l'a envoyé à l'armée, on l'a envoyé à plusieurs rédactions. Donc là, c'est surtout Fred qui s'en est chargé. Donc les rédactions, c'était pour qu'elles vous achètent le reportage? C'est exactement ça. Et l'armée, c'est pour qu'elle nous donne les autorisations. C'est exactement ça. Ok. Et donc du coup, pendant que les boîtes de prod regardaient le dossier et disaient « Moi, je suis pas intéressé parce que ces sujets-là, je les ai soit déjà traités, soit j'en ai d'autres qui sont trop similaires que j'ai déjà traités, ça va pas intéresser mes lecteurs, mes abonnés, mes lecteurs. » Et pendant que les rédactions faisaient ça, de leur côté, l'armée regardait et disait « Est-ce qu'on a besoin de communiquer dessus ?
Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui sont en jungle à ce moment-là? Parce que si on accepte des journalistes mais que finalement il n'y a rien à montrer, c'est pas intéressant. Donc eux, ils vérifient en interne qu'au niveau logistique, c'est tout bon. D'accord. Et une fois qu'ils nous ont dit OK pour Harpy, OK pour... on me dit que le micro... Petit problème de micro. Je suis désolé. Une fois que l'armée dit c'est OK, on fixe des dates et globalement, là c'est à nous de trouver des moyens pour partir. Donc globalement, l'armée nous autorise uniquement, en fait, elle nous ouvre leurs portes, elle nous dit OK, vous avez le droit de venir, vous avez le droit de filmer. Comment ça, elle t'ouvre les portes? Globalement, elle t'accepte que tu dormes dans leurs locaux parce qu'ils t'hébergent. Ils viennent te chercher à ton hôtel ou à l'aéroport s'il y a besoin. Enfin, ils sont responsables de toi pendant les tournages et donc du coup ils viennent te chercher et il y a toute une logistique qui est faite. T'es accompagné? Et donc tu es accompagné, oui, ça on va y revenir, avec un officier de communication. Donc à l'armée, dans toutes les grandes branches, il y a ce qu'on appelle le CIRPA. Alors je pourrais plus te dire moi non plus. S'il y en a qui savent sur le chat, n'hésitez pas. Mais globalement c'est eux qui sont responsables de tout ce qui est relations presse, communication, journalisme. Ok. Donc c'est une branche de l'armée qui permet c'est le pôle de l'armée qui Et après c'est encore plus compliqué parce qu'il y en a aussi qui sont entre les armées. Service d'information des relations publiques des armées. Merci pour François. Donc une fois que avec Fred, une fois qu'on a eu l'autorisation de l'armée, c'était pas tout parce qu'il fallait encore qu'on puisse payer les billets. Donc c'est-à-dire que tu n'as même pas ton reportage, il faut que tu avances des billets, il faut que tu payes sur place, il faut que toute la logistique, c'est à toi de la prendre en charge. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était avoir la sécurité d'avoir un média qui nous dit celui-là, ok, je veux la priorité dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, il y a VSD, donc Paris Match a dit non, il y en a plein qui ont dit non. Mais VSD a dit ce sujet-là très précis de Titan m'intéresse, je le verrouille, il est pour moi. Je vous fais une lettre de mission. Je vous allonge les billets, tenez, hop. C'est exactement ça. Donc de quoi vous avez besoin? Donc en général, peu comme fait Epic Games. C'est ça. Pas faire d'amalgame malencontreux, mais voilà. Et donc du coup, on a eu les billets d'avion pris en charge par le média et on a eu quelques nuits d'hôtel pris en charge par le média, qui correspondaient au temps de tournage de Titan. Voilà, donc de l'opération, du reportage qu'on venait faire. Mais nous, globalement... De la protection des fusées. C'est ça. Donc on était libre de mettre nos billets d'avion quand on voulait, donc on aurait pu les mettre genre 5 jours plus tard après le reportage et rentrer, mais on s'est dit, puisqu'on est là-bas, autant allonger, donc on l'a mis 3 semaines plus tard, et on s'est dit, on a 3 semaines où c'est à nous de nous débrouiller, et c'est là, du coup, on a dit à l'armée, voilà, on pourrait globalement faire d'autres choses pendant ces 3 semaines, et finalement, on a été pris en charge presque tout le temps, puisqu'on a réussi à faire plein de sujets. Il y en a que 2 qui sont sortis sur ma chaîne, mais j'en ai encore 4 autres qui vont arriver. Et donc finalement, en fait, donc tu vois, on a pu partir les 2 billets payés, un peu moins de 10 nuits, non, on n'avait pas 10 nuits, on avait genre une semaine d'hôtel payé par le média, et un reportage verrouillé en tant que journaliste pour VSD. Et donc les 3 semaines restantes, nous, on s'est présenté toujours comme journaliste, puisque l'armée savait qu'on n'allait pas forcément... on n'avait pas pour le moment de médias qui nous avaient acheté ce reportage, mais ils savaient qu'en faisant les reportages avec eux, c'est possible qu'en rentrant, et quand on allait les proposer, envoyer quelques articles en mode... on allait reteaser à des rédactions en leur disant bon, finalement, nous, on a travaillé sur cette thématique, cette thématique, cette thématique. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Et c'est ce qui s'est passé, puisque l'opération donc Harpy, donc celle que j'ai pu faire en épisode, Fred a fait un texte dessus, il l'a proposé à Paris Match, qui finalement l'a acheté. Donc finalement, tu vois, heureusement, c'est pour ça que je me dis que parfois, il faut se présenter comme journaliste à l'armée, parce que sur le coup, personne pouvait nous acheter le truc parce que personne n'était intéressé à ce moment-là. Mais une fois qu'on avait la matière, il y a des gens qui nous l'ont acheté et c'est passé comme dans un média traditionnel. Il n'y a pas de recette. C'est pas je pars avec un sujet ou j'arrive dans les rédacs avec un sujet. Il faut mélanger les deux. Mais donc c'est pour ça que même si tu pars, c'est pas une commande forcément des médias. Exactement. Même si c'est pas une commande, c'est pas pour ça que tu fais pas un travail journalistique parce que il va être acheté derrière en fait. Mais c'est vrai que quand t'as pas cet appui de te dire c'est bon, je suis zen parce que de toute façon il va être pris par une rédaction. Tu as du mal à assumer pleinement ton rôle de journaliste quand tu as juste une chaîne YouTube, par exemple. Tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as une carte de presse, comme Fred, même s'il savait que personne n'allait lui acheter son article derrière, il pouvait quand même dire « je suis journaliste ». Alors que moi, j'étais juste en mode « je suis youtubeur, mais je vais faire un article et peut-être qu'il va être acheté dans la presse ». Donc tu vois, c'est un peu pour ça que parfois les frontières sont un peu floues. L'avantage de l'armée, c'est que, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui veulent faire des immersions avec l'armée, c'est qu'en fait c'est
déjà à la base, c'est impressionnant ce que tu filmes. Parce que tu vas filmer des gros avions, tu vas filmer des engins, tu vas filmer des trucs. Donc déjà, tu as de l'action à montrer et de base, tu as déjà quelque chose d'intéressant à montrer. Après, moi, mon angle, c'est vraiment d'aller interroger des gens de l'état-major pour avoir un regard au niveau de l'opérationnel, donc sur le terrain, mais aussi un moment dézoomé. C'est pour ça que parfois, il y a des moments de dézoom un petit peu, pour voir un peu plus la stratégie au niveau global. Et moi, c'est ce double regard qui m'intéresse et c'est pour ça que je le fais, c'est vraiment avoir ces deux trucs. Et du coup, pour en revenir un peu à ta chaîne, et du coup, ça fait 3 ans que tu fais des chaînes YouTube, et est-ce qu'il y a une évolution dans tes formats? Et quelle évolution? Et est-ce que finalement, ça se rapproche pas de plus en plus de ce qu'on trouve dans les reportages télé? Est-ce que comment tu as fonctionné en fait? Comment tu construis Alors oui, il y a clairement une évolution, autant sur le fond que sur la forme. Mais encore une fois, au début, tu sais, je disais que je voulais autant apprendre que restituer. Ouais. Et c'est mon tour. C'est pour les micros. Et donc finalement, il y a eu une phase d'apprentissage énorme pendant 2 ans. Sur des sujets de géopolitique, sur les médias, sur YouTube, sur tout ça. Donc c'est clair que j'ai mûri en 3 ans. J'ai vraiment mûri sur ces sujets-là. Il y en a certains que j'ai pu approfondir, il y en a encore énormément que je ne maîtrise pas du tout. Heureusement, la géopolitique, c'est tellement vaste que je pourrais y travailler dessus toute ma vie, depuis mes 20 ans jusqu'à que j'aurais jamais fini de tout découvrir. Mais c'est ça qui est génial, c'est que vraiment, il y a vraiment une phase d'approfondissement. Donc je pense que moi, j'ai fait évoluer mon contenu naturellement vers en fait vers le slogan de ma chaîne que j'avais fixé depuis le début, qui est découvrir et comprendre le monde. Découvrir le monde, c'est le voyage. Comprendre le monde, c'est la géopolitique. Et tu vois, finalement, en fait, mon slogan, je trouve qu'il trouve le plus de sens avec ce format-là, qui est l'aventure géopolitique. On voyage pour aller comprendre des enjeux géopolitiques. Donc, je pense que c'est un peu l'aboutissement de plusieurs années de travail, en fait. Et je pense que les premiers sujets que j'ai faits, les gros sujets, c'était autant moi pour apprendre ces sujets-là que pour finalement me roder au montage, me roder à l'explication, à l'écriture, aux animations 3D et tout. Parce que il y avait de l'aspect technique, tu fais tout seul? Je fais vraiment tout seul. Ouais. Et je trouve ça génial de pouvoir, dans ces métiers-là, apprendre tout. Je pense que, bien sûr, je me défausserai de certaines choses plus tard quand j'aurai les moyens de prendre quelqu'un et qu'on monte une équipe. Mais pour le moment, j'essaye de tout faire parce que je trouve ça génial de pouvoir apprendre. Et c'est pour ça que finalement aussi, j'ai appris, tu vois, encore une fois, là, il y a 2 semaines, je faisais un effort, je me dis, observe Charles Villa, regarde comment il bosse, regarde comment il prend contact avec les gens, regarde comment il traite l'information. Même s'il est d'accord avec les personnes qu'il interviewe, regarde comment il va lui rentrer dedans pour lui poser une question. T'as un exemple? Là, j'ai pas d'exemple précis avec Charles, mais par exemple avec Fred, quand on était en Guyane. J'ai posé la question au responsable de la gendarmerie en fait, de la Guyane, à qui j'ai dit qu'est-ce que vous répondez en gros aux gens qui disent que ça sert à rien de mener une opération militaire en Guyane. Et ça, c'est une manière un peu détournée de dire donne-moi. Qu'on utilise nos impôts pour rien et que. Donne-moi les. C'est un peu ça, c'est un peu. Donne-moi tes arguments pour dire qu'ils ont tort. Et en fait, c'est aussi pour le faire sortir, lui, de son prisme, de dire que voilà pourquoi ils font ça et tout. Quoi. Et ça, vous pouviez poser les questions que vous vouliez en Guyane? Ouais. Malgré le fait que, parce que tu disais que du coup, il y avait avec vous... Ouais, on n'a pas fini de répondre sur cette question-là en entier. En fait, on aborde beaucoup de sujets. Mais c'est passionnant, c'est passionnant, on pourrait y passer des heures. Donc, malgré le fait que du coup, ils nous aient ouvert leurs portes et qu'ils nous ont présenté les missions et tout, on est suivi tout le temps, même sur le terrain, même dans la jungle, par un officier de communication qui nous suit. Mais alors, c'est là que c'est intéressant et c'est là où certains, je pense, complotistes vont dire « Ah, mais ils sont là uniquement pour vous faire voir que ce qu'ils ont envie de vous montrer, ils sont là uniquement pour lisser votre travail et tout. » Toi, c'est pas le sentiment que tu as eu? C'est pas le sentiment que j'en ai eu parce que, en fait, il faut se rendre compte qu'on va interroger des gens qui, eux, leur boulot, c'est d'être sur le terrain, de tenir une arme, d'être hyper vigilants et tout, et c'est pas leur habitude d'expliquer ce qu'ils font à un journaliste. Et eux, en fait, c'est notre intermédiaire entre les militaires et nous. C'est-à-dire que la meilleure personne pour défendre notre reportage et faire parler du coup de l'armée indirectement, c'est ces officiers de communication parce qu'ils vont aller voir le chef de corps, ils vont leur dire
ce reportage, vraiment, il est important parce qu'il va montrer notre opération sous tel angle. C'est important qu'on ait quelqu'un d'important qui puisse parler de ce sujet-là, parce que sinon, si le chef de camp, il s'en fout, il va te donner un mec lambda et tu n'auras aucune valeur ajoutée à ton reportage. Tu vois. Donc, c'est lui qui va défendre ton truc. Et vous ouvrir des portes qui ne seraient pas ouvertes. Et qui va par exemple dire, parce que par exemple, tu vois, quand tu es lancé sur une pirogue à fond la caisse avec des militaires à fond, t'oses pas dire, attendez, j'ai besoin d'un plan avec la forêt derrière, c'est trop beau, tu vois. Alors que lui, il va dire, je pense qu'on pourrait faire, il va voir les conducteurs et ils vont dire, est-ce qu'on peut faire un truc où vraiment on met une pirogue devant, comme ça les journalistes, ils peuvent avoir un plan magnifique avec la pirogue devant et tout. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment eux qui nous mâchent un petit peu le travail et qui nous aident à faire ça. Après, ce qui est vrai, c'est que forcément, quand on va filmer des choses et que c'est pas forcément beau parce que c'est sous la pluie ou parce que le mec s'est mal exprimé, le mec qu'on interviewe s'est mal exprimé, il va pouvoir intervenir et dire attends, est-ce qu'on peut le refaire parce que là il s'est trompé, parce que c'est pas tel acronyme, c'est pas tel. Enfin, il s'est peut-être loupé sur un mot ou un truc comme ça. Et la plupart du temps, quand ces personnes-là intervenaient, c'était uniquement pour me dire, ils coupaient l'interview juste pour la recommencer parce que certains militaires n'ont pas le droit de donner leur nom et prénom. Il y a un code à faire. D'accord. Et parce que ça qui respecte l'anonymat. C'est exactement ça. C'est juste être là pour respecter les consignes. Donc, ces officiers de communication, finalement, c'est notre rapport tout le temps avec l'armée. Mais c'est pas parce qu'il y a le mot communication qu'ils ne comprennent pas que nous, notre objectif, c'est d'avoir un regard journalistique dessus. Et donc, du coup, c'est pas faire la communication de l'armée. C'est quoi un regard journalistique alors ? C'est par exemple, dans le montage final, se donner la liberté d'interviewer un orpailleur illégal, par exemple. C'est se donner la possibilité d'aller interviewer un militant dans une ONG qui dit que l'orpaillage en Guyane, même légal, ça doit être à bannir, par exemple. Tu vois, c'est de se donner la liberté de pouvoir et tu as pu avoir un petit peu comme ça en Donc off. On a pu en avoir, même pas en off, on a pu en filmer et tout. Finalement, on l'a pas gardé parce que juste vraiment c'était un problème logistique, on n'a pas vraiment eu le temps nécessaire d'avoir les interviews complètes et tout. Mais à aucun moment, pardon, je veux finir là-dessus, mais c'est pas pour ça que parfois il n'y a pas quand même des petits rapports de force avec cet officier de communication. C'est-à-dire que lui, il va dire « Ah mais c'est génial parce que nous on a reçu, là en ce moment on a reçu un budget pour telle mission donc c'est important qu'on la montre en avant ». Et nous, c'est pas notre angle du tout, mais ils vont quand même un peu nous pousser pour qu'on en parle et tout. Et c'est à nous de dire non, moi mon angle c'est ça, j'ai besoin de filmer ça. Ou alors parfois, je sais pas, ça va être un peu compliqué d'obtenir les autorisations. Par exemple, pour les lancements de fusées, on devait voir un des lancements de fusées, puisqu'on a eu la chance d'en avoir deux, depuis un navire, donc depuis la mer. Sauf qu'il y a eu un problème, donc le bateau nous a débarqué direct. Nous, on s'est retrouvés à devoir faire un reportage sur le lancement de fusée. La veille du lancement, ou le deuxième lancement, finalement, on n'était plus sur un bateau, alors qu'on avait prévu une double page dans le média, avec la proue du navire, avec un mec avec un fusil et avec une fusée qui décolle au loin. Tu vois. On avait déjà un petit peu imaginé un peu les plans qu'on pouvait faire et tout. Et tu te retrouves là, dans la merde, à pas pouvoir finir ton truc. Et c'est là où il faut un peu faire du forcing avec l'officier de communication, où tu leur dis, écoutez, moi j'ai vraiment besoin de ça, trouvez-moi autre chose. Et c'est là où finalement ils font bon ok, du coup je vais demander, il va demander, et en fait ils te trouvent un autre endroit où tu peux voir le lancement de fusée. Donc c'est pour ça que parfois il y a un peu de négociation qui se fait. Mais jusqu'à présent, très honnêtement, j'ai jamais eu le moindre problème et à aucun moment j'ai senti qu'on me contraignait dans mon travail. Et je pense très honnêtement que je ne publierai pas un épisode si vraiment je sens que je vais me faire taper sur les doigts par mes abonnés qui de toute façon verront que j'ai pas eu la liberté de traiter le sujet avec un certain regard, quoi, ou que c'était beaucoup trop orienté. Voilà. Mais parce qu'on s'est appelé hier et tu m'avais raconté un truc marrant sur le fait que de temps en temps vous étiez deux, donc avec ce chargé de communication, et qu'il y en a un qui l'occupait pendant que l'autre allait prendre des photos. C'est un peu. Je sais pas si tu vas en parler, mais oui, sans problème. C'est un peu du. Je sais pas si l'officier nous regarde, mais bon, tant pis maintenant. C'est un peu. Non, mais c'est un peu le jeu. De toute façon, eux, leur objectif, c'est de vouloir montrer l'image la plus positive possible. Mais encore une fois, je ne défends pas l'armée, mais c'est vrai qu'ils ont une qualité, du moins tous les intervenants que j'ai eus dans l'état-major, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à reconnaître
des choses qui n'ont pas forcément été effectives. Par exemple, il parlait de l'opération Harpie et il a très honnêtement dit que par moment, il n'y avait pas suffisamment de moyens, donc ça c'était pas très efficace par le passé, ou qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien faites. Donc tu vois, ils ont quand même un regard critique sur leur travail. Et donc voilà, sans forcément les défendre coûte que coûte, je dois leur avouer cette capacité-là qu'ils ont. C'est du moins les intervenants que j'ai eus, qui sont en général dans l'état-major, ont ce regard critique sur les opérations qu'ils mènent. Et ça, c'est génial parce que du coup, j'ai pas de rapport de force à avoir avec eux forcément pour aller les titiller pour qu'ils me lâchent ces infos. En fait, ils me le font déjà naturellement. Voilà, du coup, j'en ai oublié la question que tu m'as posée. Ah oui, les petites magouilles. Voilà. Du coup, c'est que quand tu es sur le terrain, et puis surtout dans la jungle où tu as une marge d'approche, il faut s'imaginer ce que c'est. Hein. Tu pars à 5h du mat, tu es largué par un camion au milieu de nulle part, il fait chaud, il fait humide, il fait nuit noire. Ton appareil, il a déjà pris la flotte, il faut que tu nages dans des rivières, tu vois rien, tu n'as pas le droit d'allumer la lumière sinon parce qu'il y a peut-être des gens armés. Enfin, donc, faut s'imaginer qu'une condition de reportage dans ces conditions-là, c'est quand même assez épique. C'était dur. C'était assez intéressant. Moi, j'ai adoré. Hein, vraiment, je me suis éclaté. Ouais. Mais du coup, l'officier de communication, il te suit déjà pour être sûr que tu vas pas te blesser, que tu vas pas être à la traîne, que tu vas pas te paumer. C'est vraiment eux qui sont responsables de toi. Donc, si jamais tu t'es paumé, que tu t'es fait mal parce que t'as pas respecté un truc, c'est lui qui prend. Donc déjà, naturellement, ils sont sur toi pour surtout que tu fasses pas de bêtises. Et traditionnellement, dans l'armée, il y a certains militaires qui rigolent un peu des journalistes parce que eux, ils sont habitués d'être sur une pirogue, de devoir sauter dans la mangrove et tout. Et ils voient débarquer parfois des journalistes de Paris, j'imagine, qui parfois n'ont pas toujours beaucoup d'expérience, qui sont un peu maladroits et tout. Donc ils en rigolent un peu. Donc c'est pour ça, nous, notre objectif, c'était vraiment pas de les ralentir. Donc on essayait d'être au mieux. Mais c'est vrai que parfois, tu as quand même Par exemple, quand tu dois traverser avec ton matos dans les mains, parfois l'officier de communication, il est avec toi, il peut te tenir l'appareil pendant que tu traverses. Donc, finalement, c'est aussi un allié, tu vois, c'est quelqu'un avec qui tu construis le reportage. Mais c'est vrai que parfois, tu as envie juste d'être un peu plus détaché pour avoir un plan plus large. Et par exemple, elle te dit ah non, tu n'as pas le droit de passer de telle limite, mais c'est juste pour pas avoir de problème, mais ça poserait pas de problème si tu allais un peu plus loin. Et c'est pas grave. Et donc tu le fais ? Ça nous est arrivé, mais donc du coup, vu qu'on était deux, tu vois, il y en a un qui discute avec elle, qui lui pose une question, parce que vraiment, c'est aussi ces personnes-là qui peuvent nous expliquer des choses. Par exemple, moi, je leur posais la question, là, on vole dans quel avion, pourquoi est-ce que c'est celui-là, est-ce que vous en avez d'autres ? En fait, c'est eux aussi qui me vulgarisent le monde militaire et qui me permet, moi, de mieux comprendre les trucs et de trouver, parmi tout ce qu'elle va me dire, des éléments où je vais faire « Ah, ok, ça c'est intéressant parce que ça va intéresser le grand public. » Tu vois, donc tu vois, tu discutes avec elle et pendant ce temps, l'autre va discrètement faire son petit plan et puis du coup, elle voit que l'autre est parti, donc vite, elle va essayer d'aller, puis après, c'est à toi d'y aller. Mais c'est du jeu du chat et de la souris, mais c'est bon enfant et c'est de toute façon, c'est accepté des deux côtés de toute façon. Ouais. C'est le but du jeu. Voilà. On avait une question intéressante, je trouve, de Fanny Dufossé. Mais du coup, il y a quand même pas mal de mise en scène. Non. Alors, elle a posé cette question au moment où tu racontais, je crois, si je ne me trompe pas, Fanny, quand tu parlais de la mise en scène Vous vouliez absolument une photo de la fusée qui décolle, le bateau. Alors, est-ce que c'est mis en scène ? Du coup, c'est de la mise en scène, c'est pas vrai ? C'est pas de la mise en scène. Parce que tu ne demandes pas au bateau de se mettre spécialement dans tel endroit, mais tu commences déjà, toi, en termes d'image, quand tu construis ton reportage, la narration, elle se construit au fur et à mesure. Après, je veux absolument pas prendre mon cas pour une généralité, je sais pas comment d'autres reporters montent leur reportage, mais c'est vrai que moi, j'ai un carnet, et en fait, au fur et à mesure, j'ai des idées qui viennent, et ça se construit au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand tu es à bord d'un bateau, tu te dis, ah ouais, donc demain... on va avoir la photo à telle heure, la lumière va être cool, est-ce que j'aurais pas pris la flotte avant ? Est-ce que ça veut dire que j'aurais le temps de nettoyer mon capteur avant ? Est-ce que, vu que la fusée, ça va partir d'un coup, on a 10 secondes, est-ce que pendant les 10 secondes, on sera au bon endroit pour avoir la photo qu'on veut ? Donc forcément, tu essayes un petit peu d'avoir un regard, et c'est pour ça que finalement, tu vois, quand on parlait tout à l'heure, est-ce que quand tu montres, tu orientes ? Oui. Parce que... Mais tu orientes aussi parce que tu sais que sinon le média qui t'a acheté le reportage, il va être déçu parce que la couverture sera pas belle du tout, par exemple. Tu vois, elle sera pas aussi percutante que si tu prenais un truc et que c'était mal cadré ou j'en sais rien, quoi. Donc forcément, le fond rejoint un petit peu la forme par endroit et tu es un petit peu obligé d'anticiper un petit peu ces choses-là, quoi. Mais donc c'est pas une mise en scène. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les photos mythos à l'armée où tu vois des militaires ultra armé avec un fumigène derrière et tout. D'ailleurs, nous, on en a fait une et je l'ai mise dans l'épisode. À la fin, on est tous ensemble et tout avec un fumigène derrière
le fumigène, il a été craqué. Ça, pour toi, c'est une photo mytho ? Ce que tu appelles C'est pas une photo mytho. C'est pas une photo. Oui, il y a des termes dans l'armée comme ça. Alors non, c'est pas forcément mytho parce que on était là, on a fait ce truc ensemble et tout. C'était une opération. Vraiment, c'était pas un entraînement. Enfin, vraiment, c'est une opération et tout. Mais le fumigène n'apportait pas une plus-value, si ce n'est juste visuel de rajouter un peu des pics, tu vois. Voilà. Par exemple, parfois, t'as 3 mecs, t'as des photos en couverture, tu vois 3 mecs avec des fusils, un hélico derrière et tout. C'est un peu mytho parce que ça peut être un peu posé pendant l'entraînement, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas descendus de l'hélicoptère, c'est pas pour ça que l'hélicoptère était pas là pour une raison, c'est juste qu'ils vont rendre le truc un peu plus épique. Voilà. On va dire que c'est un peu ça. Mais je pense que peu importe le domaine, quelqu'un qui va faire du journalisme gastronomique, je sais même pas si ça existe, mais il y a peut-être des gens qui le font, l'assiette plutôt qu'elle soit comme ça que comme ça, je pense qu'ils vont avoir envie de prendre l'assiette plus comme ça que comme ça parce que plus esthétique, parce que plus ça va plus, je sais pas, attiser la. Il y avait des vidéos sur Facebook là-dessus sur les sur le marketing publicitaire, mais sur le fait qu'ils utilisent des faux, je sais pas, qu'ils mettent du vernis, qu'ils mettent de la mousse à raser au lieu de la chantilly pour que ça gonfle bien et tout. Ouais. Non mais alors ça c'est uniquement du marketing pour les marques. Mais ce que je veux dire c'est si jamais il y a un journaliste qui doit faire un reportage sur un grand chef cuisinier. Et quand il va le prendre en photo, le chef cuisinier dans sa cuisine avec son plat dans les mains, il va réfléchir à son angle. Et c'est vrai que ça aura plus de gueule si le mec il est dans sa cuisine avec des mecs derrière en train de travailler, que s'il le prend entre deux portes, entre deux sas, parce qu'il n'a pas réfléchi à son plan avant. Donc, du coup, est-ce que c'est mytho ? Est-ce que c'est mytho ? Je pense pas que ce soit mytho, parce que du coup, là, j'imagine qu'il lui a dit j'aimerais bien qu'on fasse la photo dans votre cuisine. Et c'est pareil à l'armée, tu dis j'aimerais bien qu'on fasse la photo à tel endroit. Je ne sais pas si c'est mytho, parce que. On va dire que c'est pas sur le moment en fait. C'est en ce sens-là, c'est mytho parce que c'est pas un truc. Ah tiens, hop, je prends la photo, c'est bon. C'est plus. Est-ce que vous pouvez là, je vais vous prendre en photo à ça endroit. Est-ce que c'est pas la différence entre un reportage et un documentaire ? Ou est-ce que dans un reportage, tu peux avoir comme ça des constructions Je pense que la limite, elle est un peu étroite parce que par exemple, même si tu fais un reportage et que, j'en sais rien, tu fais un truc sur l'État islamique et que d'un coup, tu interviews quelqu'un, un truc qui vient de se passer, tu vas avoir un œil critique et donc du coup, tu vas faire « Ah tiens, je vais respecter la règle des tiers. Ah tiens, il y a un point de fuite derrière parce qu'il y a une bombe qui vient d'exploser, on voit de la fumée. Hop, je vais me mettre comme ça. » Et même si c'est sur le moment et que c'est pas forcément calculé, tu vas quand même essayer de corriger ça pour que ce soit le plus esthétique possible parce que je pense que le message passe aussi mieux quand c'est un peu plus esthétique. Mais c'est pas mytho, enfin, tu vois, c'est pas mis en scène et c'est pas fake, c'est pas du tout mensonger. Justement, il y a Fanny qui nous demande du coup, elles sont où les limites de l'exercice ? Tu y réfléchis ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ? Alors non, j'avais jamais réfléchi à ça, c'est une très bonne question, tu vois, ça me Merci, questionne Fanny. et je vais apprendre du coup de cette question-là. Parce que tu nous disais tout à l'heure que si en gros l'armée venait poser trop de limites, était trop dans le contrôle de l'information, toi ça te bloquerait. Et dans du ce coup, cas, à quel point toi tu t'auto-censures quand tu vas mettre en scène ? Dans ce cas, je pense encore une fois il y a deux questions. Si effectivement l'armée, alors déjà il faut comprendre que l'armée sur un sujet très touchy, elle va prendre les journalistes qu'elle connaît le mieux. Que je pense avec qui elle a déjà plus traité pour que ils aient la sécurité que ce journaliste-là, il va pas te pondre un truc en 2 secondes sans prendre conscience de la multiplicité, la complexité de tous les enjeux qui sont en jeu justement. Ils vont pas prendre un mec lambda et je pense qu'ils vont déjà sélectionner. Donc quand ils prennent des youtubeurs qui ont 3 ans d'expérience sur YouTube comme moi, je pense que c'est sur des sujets où il y a déjà eu du monde qui l'ont fait. Tu vois, le sujet de l'orpaillage, c'est quand même un sujet assez récurrent sur la Guyane. Titan un petit peu moins, la lutte contre la pêche illégale un peu moins aussi, mais c'est vrai que pour le coup, Harpie c'est un truc qui est fait et refait. C'est juste que moi j'ai essayé d'amener un angle un peu différent, mais globalement c'est pas un scoop que de parler de ces sujets-là, quoi. D'accord. Mais donc, si jamais un jour je faisais ce genre de reportage-là et que je sentais que l'armée me bloque, et que je sens que je vais me faire taper dessus par mes abonnés qui vont me dire « Attends, mais Gilda, là, globalement, il y a tout ce pan-là dont tu n'as pas parlé, et pourtant, ça fait partie du sujet, et que j'anticipe ce phénomène-là, je pense que j'en parlerai à l'armée. Je leur dirai « Bon, écoutez, voilà, mon travail, c'est de faire ça. Là, vous me contraignez un petit peu. Donc,
il y a plusieurs options. Soit je le fais pas, mais c'est dommage parce qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire ensemble et tout. Soit on peut faire comme Thibaut InShape l'a fait, c'est-à-dire là c'est de la communication. Donc c'est-à-dire que là tu es rémunéré. Et je ne sais pas si l'armée l'a fait beaucoup de fois. Je sais qu'elle l'a fait avec Thibaut InShape et j'ai vraiment adoré parce que le travail est très bien fait, mais c'est un travail de communication. Donc lui, c'est pas du travail journalistique? Alors, je sais pas pour tous ces épisodes, mais pour lui, c'était vu avec l'armée, donc il a été rémunéré pour ces vidéos-là. Mais c'est en vue de faire du recrutement. Et il faut dire que sa communauté qui le suit est globalement extrêmement intéressée par ces thématiques-là. C'est des gens qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'avoir un boulot parfois un peu atypique, qui ont envie d'inclure le sport dans leur boulot. Donc, que ce soit pour les pompiers de Paris, que ce soit pour le SAMU, que ce soit pour la gendarmerie, que ce soit pour l'armée, c'est des gens qui globalement pourraient être intéressés. Donc je comprends tout à fait qu'ils aient accepté ce partenariat avec Thibaut InShape. Et je comprends aussi que Thibaut InShape, avec son angle et ce qu'il fait sur YouTube, je comprends aussi qu'il ait demandé à être rémunéré. Typiquement. Pour ma part, c'est un petit peu différent parce que j'ai l'impression d'amener une information sur des enjeux. Comment dire, et que si j'étais rémunéré, ils auraient le droit de voir mon travail. Ils demanderaient à supprimer surtout des petites cuts où ça ne met pas forcément en avant une personne, j'en sais rien, qui a bafouillé, ou qui a fait un lapsus, ou que ça arrive. Mais encore une fois, je ne pense vraiment pas que ce soit l'objectif de l'armée. Et encore une fois, je ne veux pas les défendre coûte que coûte, mais c'est mon ressenti sur la question. Je ne pense pas que ce soit leur objectif de faire de la com à outrance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont accepté ce genre de partenariat avec moi et qu'ils l'acceptent avec d'autres youtubeurs. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de l'armée que en bien et que en mode ah, c'est trop bien, c'est génial, voilà. Et on ne s'interroge pas sur la finalité des opérations. Je pense vraiment que leur objectif, c'est de comprendre que parfois ils sont sur des terrains et c'est un casse-tête. C'est à s'arracher les cheveux de comprendre comment est-ce qu'on s'y prend. De toute façon, quoi que tu fasses, tu vas te faire taper dessus par quelqu'un. Il y a des gens qui vont se plaindre. Tu as des intérêts avec d'autres pays qui sont aussi en jeu. C'est un casse-tête pas possible. Et je pense qu'ils ont envie aussi qu'on comprenne que parfois, ils font les choix les plus optimaux possibles, mais que c'est pas toujours facile non plus pour eux de répondre à ces thématiques-là, quoi. Lutter contre un trafic où de toute façon, t'as pas la main mise sur la pauvreté des habitants qui sont dans les pays à côté. Les gens sont pauvres dans les régions limitrophes. Tu ne peux pas les aider à se développer. Mais eux, ils viennent dans ton territoire tout le temps pour prendre de l'or. Il n'y a que de la forêt, tu ne peux pas mettre de mur, tu ne vas pas faire un mur, de toute façon, ce ne serait pas efficace. Tu peux pas... En gros, ils sont dans la répression et la solution serait peut-être géopolitique. Alors justement, c'est ce que j'ai voulu aborder et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que je trouve que mon format est légitime, on va dire, sur ces thématiques-là. C'est que la répression est nécessaire. Par exemple, dans le cas des douanes, on se dit mais pourquoi on met des douaniers alors que de toute façon il y a des gens qui vont passer avec de la drogue. Alors oui, il y a des gens qui vont passer avec de la drogue, mais si tu as 2 personnes sur 100 qui vont passer avec de la drogue, si tu n'avais pas de douanier, tu en aurais 50 qui passeraient avec de la drogue au lieu de 2. Donc en fait, la répression est nécessaire, mais le travail sur d'autres thématiques, notamment sur la diplomatie, sur tout ça, sur l'économique, aussi sur le développement économique, c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que je pense que ce contenu-là, je tenais vraiment à le faire et que je veux continuer à le faire sur ma chaîne. C'est parce que je veux montrer la complexité des choses. Tu ne peux pas tout miser sur le répressif, tu ne peux pas tout miser sur la diplomatie, parce que ça se trouve, tu vas construire des super relations avec un dirigeant, le dirigeant voisin, sur une thématique. Et puis, quand il ne va plus être élu, 5 ans plus tard, et tout ce que tu auras construit, tous les efforts que tu auras fait, tous les rendez-vous que tu auras fait avec lui pour que vous soyez potes, pour que vous compreniez que vous avez des intérêts communs et tout, ça sera passé. Ça se trouve, le gars d'après, il s'en foutra, quoi. Il dit, je m'en fous, moi j'ai d'autres problèmes. Tu vois, donc c'est cette complexité-là que j'ai envie de montrer et qui est passionnante. Et par exemple, avec la marine, donc on a pu parler avec le capitaine du navire, pas un bateau, un navire. Il me disait, nous, on veut lutter contre la pêche illégale. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui puissent librement rentrer dans les eaux françaises, pêcher le poisson français, dégazer comme ils veulent, repartir et tout. On ne veut pas, on veut contrôler le territoire. Donc voilà pourquoi on intervient. Mais il me dit, les gens qui partent du Suriname ou du Brésil voisin, le gouvernement brésilien
Lui, en priorité, il va avoir le développement économique du territoire, il va avoir le narcotrafic, il va avoir d'autres trucs. Et ça se trouve, la lutte contre la pêche illégale, ça va arriver en 15e ou 16e position, alors que nous, on l'aurait mis en 3e. Donc c'est pour ça qu'il y a des limites aussi à la diplomatie, c'est que tu as beau forcer le pays voisin de dire « c'est important, il faut que vous fassiez ça », lui, sans se bouger les doigts, il a, je sais pas, allez, 10 000, ouais, il y a 10 000, on évalue à peu près à 10 000 garimperos brésiliens qui vont en France et qui, du coup, par cette occasion-là, même si c'est illégal, trouvent, en Guyane, du coup, mais c'est un territoire français, mais trouvent des revenus et font vivre leur famille avec ça. Donc lui, il n'a aucun intérêt. On le voit un peu avec la cuisinière que tu trouves dans le camp. Tu trouves une personne, vous attaquez, pardon. Les militaires qui prennent d'assaut pour... prennent d'assaut. Voilà, parce qu'ils sont obligés de prendre sur le fait. Ils sont obligés, c'est la manière pour interpeller les gens, c'est de prendre les gens sur le fait. Donc tu es obligé de faire un assaut et d'avoir ce qu'on appelle une sorte d'infiltration. Sauf qu'on imagine le mec qui tire partout et tout. Non, c'est vraiment, les armes sont là parce que malheureusement, à chaque fois que tu as un trafic de ce type-là, il y a des gens, parfois plus malins que les autres, qui vont chercher à organiser ce trafic, qui vont chercher à s'enrichir un peu plus en le dirigeant, ce trafic. Et donc, c'est des têtes de réseau. Et ces gens-là, en général, gagnent bien leur vie et ont parfois les moyens de se protéger. Et donc, ils ont des gars avec des pistolets ou avec des mitraillettes et tout. Et donc, les armes, qu'on voit dans le reportage, sont uniquement là pour faire face. Si jamais, par la plus grande des hasards, tu tombes dans le camp d'orpaillage au moment où eux aussi y sont et qui ripostent en tirant. Mais c'est de toute façon, je pense même pas que ce soit les gens avec qui je suis parti qui opèrent sur ces genres de coups parce qu'ils ont quand même du renseignement sur ces choses-là. Parfois, il y a même le GIGN qui intervient. Quand ils savent qu'il y a des têtes de réseau, c'est même encore au-delà. Mais voilà, donc je voulais revenir sur cette thématique-là pour dire que, si je rembobine par rapport à ta question, la solution, elle n'est pas uniquement... La solution, et c'est ça que je veux montrer, et je pense que c'est ça que l'armée aussi a envie de montrer. C'est compliqué, voilà ce qu'on fait, voilà quelles sont les limites, mais je pense qu'ils ont aussi envie d'une certaine acceptation de la population française en mode on le fait aussi. Regardez, notre travail, il sert les intérêts de la France. Et même si parfois l'armée peut être entachée par certaines choses qui se sont passées à l'étranger, ou certaines personnes influentes qui vont dire « Ah mais tiens, c'est pas légitime d'intervenir à tel endroit ou quoi », il y a quand même plein d'autres choses dont on n'entend pas beaucoup parler. Tu vois, par exemple, la lutte contre la pêche illégale, on n'entend pas beaucoup parler. Et pourtant, il y a des gens en mer tous les jours qui sont là et qui vont lutter contre ces choses-là et qui globalement bénéficient à la France parce que ça veut dire des côtes plus propres, ça veut dire qu'on gère mieux notre stock halieutique, ça veut dire qu'on préserve aussi les parcs et les réserves naturelles parce qu'il n'y a pas des braconniers qui vont aller chasser les crabes et les poissons. Donc tout ça, c'est un tout et je pense que c'est ce que l'armée a envie de montrer. Encore une fois, je ne veux pas leur faire de l'autopromo, mais j'ai trouvé le rapport que j'ai eu avec eux, j'ai trouvé que sur ces thématiques-là, c'est pour ça qu'ils avaient envie d'en parler, et c'est pour ça qu'on revient à la question de tout à l'heure, qu'ils font pas forcément que de la promotion en payant des youtubeurs. Ils ont aussi envie, je pense, d'avoir des gens qui puissent en parler avec un regard beaucoup plus dézoomé, et je pense aussi qu'ils font beaucoup confiance. Dézoomé, beaucoup plus journalistique, neutre. Différent, avec un regard différent et avec même un... Parce que je pense que certains ont conscience qu'à l'armée, il y a beaucoup de choses qui sont formatées. Et ils n'ont pas forcément envie de ne montrer que cette image-là, un peu formatée, parce qu'ils sont... par exemple, pour te dire, moi, quand je suis arrivé en Guyane, je voulais donc vulgariser la géopolitique. Julie nous dit plutôt avec un regard critique. Je pense que c'est ça. Mais même, par exemple, je pense aussi qu'il y a un certain formatage, c'est-à-dire qu'en interne, un mec qui est à l'armée, il connaît tout au niveau des classes, des régiments, des divisions, des machins et tout. Je te cache pas que moi, je galère encore un peu à tout comprendre comment ça fonctionne. Mais parce que j'ai une petite expertise, entre guillemets, sur YouTube, je sais que si je vais commencer à dire alors là il s'agit du 3e REI, là il s'agit du 8e RPIMA et tout, les gens ça leur parle pas parce qu'ils savent pas de qui il s'agit, tu vois. Et puis surtout que c'est important pour l'armée parce que eux ils ont envie de mettre en avant telle ou telle unité, mais ils font confiance aux journalistes ou aux youtubeurs de comprendre qu'une communauté de grand public n'a pas forcément c'est pas forcément nécessaire d'aller rentrer dans le détail et de dire que là en Guyane pendant la mission Harpie, je suis parti avec des gens de tel régiment, tel régiment, tel régiment. Tu vois, ça rajouterait de la complexité, ça rajouterait des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, mais
si c'était l'armée qui communiquait dessus, il le ferait. D'autres personnes et de faire Et je vais répondre à une Ouais. vidéo sur Wispy une question. qui dit il est indépendant. J'imagine qu'il parle de moi. Ah non. Ah non, non, non. Il est indé, oui. Il est indépendant, mais le gros de son taf, c'est sur l'armée quand même. J'adore son taf perso, mais je pose toujours la question des limites de sa neutralité. Ouais. Je pense qu'il parle de Fred Marie. Qui effectivement traite souvent de l'actualité militaire. Et effectivement, c'est une grosse question que j'ai eue avec lui quand on faisait les heures et les heures de voiture dans la forêt. Ouais. Limite, parfois, on en venait à s'engueuler parce que c'est vrai que parfois, on n'avait pas toujours les mêmes points de vue sur le journalisme en général et tout. Mais c'est vrai que quand tu fais du taf, par exemple, ce taf-là de journaliste, tu vois, où il va vendre un sujet sur de l'actualité militaire, même si lui, il va le vendre à un média grand public, c'est vrai qu'il va... Pardon. Ah, t'inquiète. Il y avait un petit bruit de jungle, là, c'est de la sauverie, ça faisait un peu mise en abîme avec la Guyane. Je vais l'éteindre. C'est vrai que du coup, Fred, Ouais. il doit se poser cette question, et je pense qu'il se la pose, est-ce qu'on ne s'enferme pas au bout d'un moment ? Quand forcément, à la fin, tu connais très bien les officiers de communication, tu connais très bien les gens que tu vas interviewer parce que tu as l'habitude de le faire avec eux, est-ce que finalement, ton point de vue va pas un petit peu glisser vers eux expert, en fait. Et tu deviens un petit peu expert, mais avec un parti un peu pris. Ça, je pense qu'il doit se poser la question. Et c'est pour ça que moi, je me force à être le plus généraliste possible, parce que je pense que c'est une manière de lutter un petit peu contre ce fait de glisser vers un domaine, même si globalement j'exploserais en nombre de vues si je faisais que du militaire, parce que c'est un sujet qui clique. Le militaire, c'est un sujet qui Le militaire, clique. je m'en suis rendu compte parce que c'est dynamique, parce que voilà, c'est impressionnant et tout, et que parfois ça attise un petit peu de curiosité, ça clique un petit peu. Et que le lendemain, quand je vais faire un sujet sur l'extrême pauvreté, ou sur l'immigration, sur d'autres choses, on va pouvoir revenir dessus. Ouais. Et je ne reste pas que sur l'armée. Donc c'est ça que je trouve très intéressant, et c'est ça que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'être le plus généraliste possible. Là, par exemple, tu vois, on est parti près du pôle Nord pour parler de thématiques environnementales. Ouais. Avec l'armée, c'était des questions de plus d'enjeux de sécurité, de trafic et tout. Avec l'AFD, avec qui j'ai pu interviewer des experts, c'était des sujets plus sur le développement. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse personnellement. Fred, lui, je pense qu'il a vraiment une plus-value énorme parce qu'il fait de très belles photos et il sait très bien, il connaît très bien l'armée aussi, donc il sait avec beaucoup de facilité expliquer le processus de recrutement, comment fonctionne l'armée et tout. Moi, je sais que ce que je veux, c'est pas me spécialiser que sur l'armée. D'où le fait d'être parti en Antarctique, c'est ça ? En Arctique, dans le Nord. Arctique, dans le pardon. Nord, ouais. Donc on était à Svalbard, Svalbard. C'est un archipel norvégien qui est à mi-distance entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. En fait. Voilà, du coup, ça, c'était pas du tout sur l'armée. Et là, pour le coup, c'était pas du tout sur l'armée. Et c'était génial parce que c'est vrai qu'avec la Guyane, j'ai beaucoup produit. Ouais. Donc les gens qui ont débarqué sur ma chaîne à ce moment-là ont dû se dire « Oh là, Mister Géopolitique, il fait que de l'armée parce que j'ai sorti des gros reportages et puis surtout, c'était long, tu vois. Et t'en avais déjà fait un avant sur l'armée. Et j'en avais déjà fait un il y a 2 ans avant. Ouais. Mais donc peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne à ce moment-là et qui se sont dit ah trop bien, je m'abonne parce qu'il fait que de l'armée, mais en fait ils sont pas allés voir ce que je faisais avant et ils ne connaissent peut-être pas forcément l'ADN de ma chaîne, mais c'est absolument pas que de l'armée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand tu parles de géopolitique, c'est parfois des questions de rivalité, des questions d'enjeux un peu touchy. Pour y aller, il n'y a pas n'importe qui peut t'y emmener, c'est souvent l'armée. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire des sujets avec eux et sur leurs actions, parce que je trouve ça passionnant de parler de ces sujets-là, mais aussi parce que parfois ils m'emmènent, ils peuvent t'emmener à des endroits sur un conflit ou des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple Charles Villa, donc reporter pour Brut, qui fait du super taf et qui a dépassé d'ailleurs les 10 000 abonnés sur sa chaîne. Ce que demande Giuspy, du coup, plutôt faire comme Charles Villa pour une interrogation. Alors, Charles Villa, je pense qu'il a une autre approche. Il est, je pense, un petit peu plus méfiant de l'armée, je pense. Et lui, il est beaucoup plus à aller... Parce que on en discutait et c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup appris à son contact. Il va beaucoup plus aller voir les ONG sur le terrain. Il va beaucoup plus aller voir les humanitaires. Voilà, donc c'est intéressant. Par exemple, quand tu vas traiter un conflit, tu peux avoir une approche par l'armée, voir comment eux ils voient la chose et comment ils traitent le truc. Tu peux aller voir les humanitaires. Tu peux aller voir voilà. Mais dans tous les cas, tu vas être orienté d'une certaine manière en fait, parce que si tu vas voir un humanitaire, il va pouvoir, même s'il peut essayer de t'expliquer la situation la plus neutre
encore une fois, ce mot n'existe pas parce que personne n'est neutre et tout, mais si il peut essayer d'être le plus impartial possible, l'humanitaire va quand même t'orienter le scénario d'une certaine manière en te disant c'est un désastre, c'est dramatique et tout. Si tu vas interroger un chef de l'état-major, il va aussi t'orienter d'une certaine manière. Donc je pense que finalement la solution, c'est d'aller faire un sujet avec l'un, un sujet avec l'autre et d'inciter les gens à regarder les deux pour se faire en fait un regard sur les deux, quoi. Est-ce que toi, tu vas pas même plus loin, du coup ça fait un peu lèche-botte de dire ça, désolé. Mais en fait, du coup, tu es allé voir les militaires, tu es allé voir les ONG, mais tu as aussi travaillé du coup, pour aller sur cette vidéo que tu as fait, la dernière que tu as faite sur l'immigration, avec directement des scientifiques. Ouais, alors là, eux, dans ce cas-là, c'était une collab. Donc j'ai été rémunéré pour cet épisode-là. Ouais. Puisqu'en fait. Comme Thibaut InShine. Bah ouais, j'aurais bien aimé, mais non, c'est pas les mêmes mesures, mais bon, on n'a pas le... D'accord. Non, mais juste en rigolant. Mais en fait, c'est que, puisque je suis généraliste sur ma chaîne et que j'ai fait le tour de la Méditerranée et que je me suis beaucoup intéressé aux thématiques des migrations, donc je suis allé sur des camps de réfugiés en Méditerranée, à Lesbos, je suis allé sur un camp de réfugiés en Macédoine, j'ai vu des cohortes de réfugiés syriens, je les ai interviewés et tout. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse et de toute façon, dès qu'il y a de l'humain dedans, en général, ça m'intéresse. Parce que c'est ce que j'essaye de montrer sur ma chaîne. Et je pense d'ailleurs que c'est dans mon ADN de ma chaîne, c'est de montrer un peu le côté humain des choses, montrer le côté humain même dans l'armée, de voir comment est-ce qu'il... Tu fais de l'ethnologie alors? J'en sais rien, mais du moins j'ai envie de mettre ce côté humain en avant. Voilà. Mais donc du coup, il y a un groupe de chercheurs qui est basé à Aix-en-Provence, qui a travaillé sur plusieurs thématiques en Méditerranée, donc sur des questions liées à la préhistoire et je vais y arriver, à l'archéologie, sur des thématiques plus scientifiques et aussi sur des thématiques géopolitiques. En Méditerranée, c'est difficile de ne pas parler de géopolitique, mais donc du coup, ils ont sélectionné ils cherchaient des youtubeurs pour pouvoir mettre en avant le travail de ces chercheurs. Parce que y a certains chercheurs, parfois ils travaillent pendant des mois et des mois. Avec ce travail de recherche, ils vont sortir un atlas, ils vont sortir un bouquin et tout. Mais ils ont aussi envie de communiquer sur le travail qu'ils ont fait pour le mettre en avant. Parce qu'ils avaient le nez à fond dans leur recherche pendant des mois et des mois et qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de communiquer dessus. Donc moi, on m'a proposé de mettre en avant leur travail. Donc dans un premier temps, ils te présentent ce qu'ils ont fait, comment ils ont travaillé. Et donc moi, c'était hyper intéressant. Alors ils étaient plus, mais moi j'en ai eu 3 chercheurs qui ont travaillé sur l'émigration au sens très large du terme, puisque c'est depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en Méditerranée, et ils avaient plein de thématiques, je vais vraiment le vulgariser, mais l'angle qu'on a choisi de traiter ensemble, c'était de comprendre à chaque vague migratoire, que ce soit dans l'Égypte antique, à l'époque romaine, au 19e ou aujourd'hui, à chaque vague migratoire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se répètent, des sortes de constantes qu'on peut observer à chaque fois. Et il se trouve qu'il y en a 3, encore une fois en synthétisant, parce qu'on peut rentrer dans plein de détails, mais en synthétisant, il y en a 3. Et ces 3 choses-là, moi, je voulais en parler et j'ai trouvé ça génial. Donc là, c'est toi qui as choisi ces 3 choses à en parler. C'est pas eux qui t'ont dit, s'il vous plaît, parlez de ça. C'est ça. C'est tenez notre étude. Eux, ils ont dit, voilà tout ce qu'on a fait. Et tout à l'heure, oui, effectivement, c'est une petite question choupa, Fanny Dufos, merci. Ah, ok. Donc du coup, là, ils m'ont présenté tout le travail qu'ils ont fait. Et parmi tout ce qu'ils ont fait, moi, j'ai fait, ok, donc je pense pour du grand public, ce sujet-là, il n'est pas beaucoup traité, il peut être intéressant. Sauf qu'on s'est heurté à un petit problème. Un problème, c'est que le sujet des migrations est très politisé. Il met les gens souvent à cran parce que ça renvoie à certaines conceptions politiques de la chose et tout. Et on m'a imposé une durée. On m'a imposé moins de 4 minutes. Donc parler de ces 3 constantes en moins de 4 minutes, avec un générique à respecter et tout, au début, il n'était pas très long, mais donc voilà, j'ai quand même eu en contrepartie, quelques cadres à respecter. En contrepartie de la rémunération, j'avais un petit cadre à respecter qui était moins de 4 minutes, un droit de regard, pour être sûr que moi, en voulant, à partir du moment où j'avais choisi cet axe-là de mettre en avant les 3 constantes, je voulais pas partir sur autre chose et je pense que les chercheurs, c'était pas dans leur intérêt de finalement que moi je parle d'autre chose et d'oublier en fait le travail de recherche ou même de ne le synthétiser qu'à ça alors qu'en fait ils ont fait d'autres choses derrière aussi. Donc ils ont bien aimé cet angle-là, donc on a travaillé dessus. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 80% de gens qui ont liké et 20% de gens qui ont dislike. Ce qui n'est pas habituel. Ce qui sur ma chaîne n'est pas habituel. Encore une fois. T'as combien d'habitude ?
En général, c'est du 80... entre 90 et 97%, ça dépend. D'accord. Mais globalement, c'est assez dans ces eaux-là, mais je pense pour beaucoup de vulgarisateurs. Mais là, on rentre sur un sujet un peu touchy, et en géopolitique, il y en a, hein, les religions, les migrations, l'égalité homme-femme et tout. Il y a des sujets où dès que tu cliques, ça va attirer des gens de différents bords politiques qui de toute façon vont être d'accord ou pas d'accord avec toi. Ouais. Mais je trouvais quand même... On l'avait anticipé en plus, hein, ce petit 20%, on l'avait anticipé. Mais moi, ça me froisse un petit peu de voir qu'il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne, parce que j'imagine que les gens qui ont dislike, c'est des abonnés. Ouais. J'ai été un peu froissé de voir qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à dislike un contenu sans vraiment prendre le temps de m'expliquer pourquoi et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... c'est comme quand Acropolis... Pardon. Vas-y. C'est comme quand Acropolis parle de l'UPR. Peut-être. On n'a pas de dislike chacun sur Twitch. Hein. Chacun son dislike. Donc, ouais. Alors, les trois constantes pour faire court, c'est globalement le fait que quand tu as une vague de migration, tu as des lieux qui se répètent, des lieux d'accueil qui se répètent dans l'histoire. Donc, c'est souvent des ports, des auberges, des lieux en marge des villes qui accueillent des bidonvilles. Ouais. Par exemple, à Marseille, tu as des bidonvilles qui ont existé il y a 100 ans, qui ont disparu parce que finalement la population s'est bien intégrée et elle n'a plus besoin de vivre dans le bidonville. Et puis 100 ans plus tard, tu as une autre vague migratoire et tu as à nouveau le bidonville qui se recrée au même endroit, sans que personne se soit dit on va le faire au même endroit, enfin sans chercher, tu vois, juste ça s'est fait au même endroit. Donc ça, c'est une constante. La deuxième, c'est la vague de rejet. Peu importe qui arrive, il y a une vague de rejet. Et à chaque fois, on leur met sur le dos tous les vices du monde. Voilà. Avant, c'était les Portugais, les Espagnols, les Italiens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont envoyé du coup des documents de recherche où tu vois des médias, des journaux scannés du coup je sais pas, c'était peut-être dans les années 1910, voilà, un truc comme ça, dans ces eaux-là, où ils te décrivent des têtes de titres, des têtes d'affiches, qui pourraient être les mêmes qu'aujourd'hui, sauf que tu changes la population, c'est la même rejet, tu vois. Donc ça, c'est vrai, il existe. Et la troisième, c'est la création d'une nouvelle culture. François qui nous dit, il y a des vieilles coupures de journaux sur les Bretons, effectivement, les Bretons qui sont un danger pour les bons Français. Et je crois que c'était c'est dans le sud-ouest de Paris, qui a eu souvent des camps, possible. Parce qu'il y a eu ensuite les Portugais, tu disais, et Italiens, et voilà. Mais donc du coup, la troisième constante, c'est la création. Donc je pense que ce point-là, il peut faire tiquer certains qui ont une idée très politique de la chose, mais c'est la création de synergie culturelle. C'est-à-dire que ça ne fait pas juste 1 plus 1, ça fait 1 plus 1, et entre les deux, ça peut refaire un truc un peu hybride, tu vois. Enfin, voilà, c'est des créations qui se font de ce type-là. Encore une fois, parler de tout ça en moins de 4 minutes, sans rentrer dans le détail, sans expliquer et tout. C'est dur. C'est très compliqué, mais ça valait quand même le coup d'en parler. Et je pense que les gens qui ont dislike, c'est parce que j'ai dû manquer de subtilité peut-être sur certaines choses, et donc du coup ces gens-là ont dû croire que je faisais l'apologie de l'immigration c'est génial parce que ça crée des synergies, de toute façon on peut pas lutter parce que dans le temps ça se répète. Enfin, je pense que c'est globalement ça qui m'a été reproché, alors que c'était pas du tout la finalité de mon point de vue, ni des chercheurs d'ailleurs. Vraiment, là-dessus on en a rediscuté après. C'était pas l'objectif. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans mon rôle de vulgarisateur, ou même de journaliste, encore une fois, on peut revenir sur le sujet, mais de prendre le temps de faire un live d'1 heure pour réexpliquer ça. Ouais. Je pense pas que les gens qui aient dislike soient allés le regarder pour autant, mais en attendant, ça forge quand même un esprit d'explication, de recherche, et même ça donnait du contenu en plus. Ce que tu disais sur les militaires finalement, que ça permet d'avoir un œil un peu plus ouvert sur la question et d'essayer toi en ayant un point neutre dessus et d'essayer d'être le plus neutre possible. J'essaye de faire un résumé. Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien. Essayer d'apporter une nouvelle information, ce que finalement peut-être fait un journaliste. Et je pense aussi que je l'ai fait de manière inconsciente pour me dédouaner, parce qu'en fait, j'avais... Bon, c'est pas un scoop, hein, mais Internet est souvent le refuge pour beaucoup de gens très politisés. Et on a souvent tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Et quand je vais faire un sujet sur l'armée, y a des gens, ils m'ont dit, pro-militaire. Je deviens pro-militaire. Si je fais un sujet avec l'AFD sur la lutte contre la pauvreté, je deviens militant d'extrême gauche. PIS, génial et tout. Alors que j'ai passé... C'est l'extrême gauche qui lutte contre la pauvreté.
C'est ce que certains m'ont fait ressortir dans les commentaires. Encore une fois, c'était une petite boutade. Voilà. Mais il est 20h15, on m'écrit. Oui, je sais. Ah, zut. Et d'ailleurs, s'il y en a plein qui posaient des questions plus précises sur la vidéo, allez voir la vidéo. Elle dure que 4 minutes en plus. Effectivement, elle est intéressante sur l'immigration et même la réponse que tu en fais après. C'est ça. Aussi, alors, le live, je l'ai mis en off, du coup. Enfin, il est peut-être plus dispo. Mais globalement, ça reprenait tout ce qu'on vient de dire là. Ouais. Voilà. Eh ben, merci et puis à la prochaine. À une prochaine sur Fact News. Du coup, c'était une émission, là c'était la première, sûrement bientôt une autre. On verra ça. En ce moment, on est en train de tester pas mal de nouvelles émissions. Allez, salut. Salut tout le monde.